Ce deuxième MOOC est consacré à la notion d'estime de soi. Lorsque l'on aborde la notion d'estime de soi, il faut tout d'abord avoir à l'esprit que la très grande majorité des préadolescents ont une bonne estime d'eux-mêmes. Seule une minorité d'adolescents qui ont grandi dans un climat de carence affective, voire de maltraitance, d'indifférence, voire de dénigrement, de précarité, voire de misère sociale, vont révéler une très faible estime d'eux-mêmes. Néanmoins, ce n'est pas parce que la majorité a plutôt une bonne estime de soi qu'il faut négliger, du point de vue de la prévention, les stratégies de renforcement de cette estime de soi. En effet, l'enjeu est d'avoir une estime de soi suffisante pour être en capacité de réagir de manière appropriée aux épreuves que l'existence ne manquera pas de nous imposer. Bien se connaître et se reconnaître des qualités et des compétences cognitives et psychosociales va renforcer cette capacité de l'individu à affronter les situations difficiles. Le deuxième écueil, quand on aborde cette question, c'est de confondre l'estime de soi et le narcissisme, voire l'hypernarcissisme. Jean-Jacques Rousseau, déjà, faisait la distinction entre l'amour de soi et l'amour propre. L'amour de soi correspondant peu ou prou à ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire une connaissance de soi et de ses propres qualités, tandis que l'amour propre correspond au fait de s'aimer par comparaison aux autres, soit dans le sentiment d'une supériorité par rapport aux autres, soit dans le sentiment que l'on est estimable que pour autant que les autres nous témoignent de leur amour et de leur considération. Nous explorerons pas plus loin les propositions de Rousseau, mais elle nous signale que la notion d'estime de soi est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Il existe plusieurs modèles pour aborder la notion d'estime de soi. Nous adopterons pour cette présentation un modèle proposé par le philosophe et sociologue allemand Axel Honneth. Axel Honneth distingue trois dimensions dans l'estime de soi que nous avons représentées par des sphères: la confiance en soi, le sentiment de dignité et le sentiment d'estime sociale. D'après ce modèle, la confiance en soi serait un sentiment qui s'enracinerait dans la sphère de l'intimité et dans la certitude d'attachement qui ancre chez l'individu le sentiment qu'il est aimable, qu'il mérite de l'attention, des soins corporels et des gestes d'affection. Les preuves d'amour reçues durant l'enfance de la part des parents et des proches, et plus généralement les marques d'affection et d'estime reçues tout au long de la vie, forgent ce sentiment de confiance en soi. Le sentiment de dignité s'enracine, lui, dans la vie sociale, dans des expériences où l'on aura été reconnu comme un être autonome, écouté, reconnu comme capable de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ses actes. Le sentiment d'estime sociale s'enracine, lui, dans les sphères des idéaux et des représentations de soi. Chaque individu se construit en s'identifiant à des groupes d'appartenance, qu'il s'agisse de groupes d'affiliation de taille restreinte comme la famille, les groupes d'amis, les camarades de classe, d'associations sportives ou culturelles, ou des groupes professionnels. Le sentiment d'appartenance passe aussi par l'identification de l'individu à des groupes plus vastes comme le quartier, la ville, la nation, ou encore par l'identification à des systèmes de valeurs culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques. Plus les groupes d'appartenance sont reconnus comme apportant une contribution positive à la société, plus le sentiment d'estime sociale sera fort. Cette approche permet d'introduire une sorte de plasticité dans la notion d'estime de soi. Par exemple, une personne qui aurait été maltraitée dans l'enfance aura sans doute une faible confiance en elle-même, mais elle pourra compenser cette faiblesse en investissant une vie professionnelle valorisante, ou s'investir dans des engagements politiques ou citoyens qui renforceront son sentiment d'être socialement utile. Dans un engagement militant, certains trouveront un groupe protecteur qui, jusqu'à un certain point, pourra compenser une famille défaillante. Il pourra y trouver une idéologie qui affirme des valeurs, qui compense des discours qui dénigrent son groupe d'appartenance. Des individus qui ont reçu une éducation infantilisante sous l'effet d'un dénigrement ou d'une surprotection investiront peut-être leur vie sentimentale et leur désir de créer un environnement familial aimant. Si un individu appartient à un groupe discriminé ou stigmatisé, son sentiment d'estime sociale sera sans doute affecté. L'individu pourra investir une pluralité de groupes, il sera enclin à mettre en avant ses appartenances les plus valorisantes. Plus un individu peut investir des liens d'appartenance divers, plus il enrichit sa personnalité, mais plus il s'expose aussi à des conflits de loyauté car les sentiments d'appartenance ne sont pas toujours faciles à concilier.
La notion d'estime de soi permet de dépasser la notion de réparation. La vie peut nous avoir exposés à des blessures et il est vain d'imaginer qu'on puisse les effacer. On peut réparer des machines en changeant des pièces ou en appuyant sur un bouton recette, mais on ne répare pas un être humain. On ne peut que l'accompagner dans la recherche d'un équilibre satisfaisant. On pourrait regarder ces trois composantes de l'estime de soi comme les trois pieds d'un siège, les plus solides pouvant compenser les faiblesses des autres. La notion d'estime de soi a aussi pour conséquence, face à un jeune en difficulté, d'attirer notre attention sur le fait que la première question à se poser n'est pas quel est son problème, mais quelles sont ses qualités. Qu'y a-t-il de positif chez lui ou chez elle qui pourra servir d'assise à la conquête d'un nouvel équilibre? Un autre modèle, plus classique, éclaire aussi la notion d'estime de soi. Ce modèle distingue l'amour de soi, qui renvoie à la sphère de l'intime. Cette sphère renvoie aux expériences qui permettent à l'individu de répondre à la question suis-je aimable? La confiance en soi renvoie, elle, à la sphère du social et aux expériences qui permettent à l'individu de répondre à la question suis-je compétent? L'image de soi renvoie à la sphère des idéaux, aux représentations de soi et aux expériences sociales qui permettent à l'individu de répondre à la question les autres me perçoivent-ils comme quelqu'un de valable? Si nous avons mis en avant le modèle proposé par Axel Honneth, c'est parce qu'il intègre mieux la question des effets liés aux discriminations, à la relégation sociale et à la stigmatisation de certains groupes sociaux, culturels ou ethniques. Mais ce second modèle met mieux en avant la question du regard des autres et celle de la perception du corps qui joue un grand rôle à l'adolescence. À la préadolescence et à l'adolescence, l'enfant se demande suis-je normal? L'entrée dans la puberté et le processus d'adolescence en tant que processus de séparation vis-à-vis de la famille et d'individuation qui oblige l'enfant à s'autodéfinir chamboule complètement la perception de soi. Le préadolescent subit des transformations corporelles et cérébrales qui affectent son humeur, ses émotions et l'image qu'il a de lui-même. Pour certains, les transformations apparaissent très précocement, tandis que d'autres ne les connaissent que tardivement, et dans les deux cas, l'enfant se compare à ses pairs et s'inquiète de sa normalité. L'image du moi corporel en est troublée, ce qui peut engendrer des complexes. Des émotions sexuelles émergent qui transforment les liens avec les parents et avec les camarades. L'identité de genre se construit de manière accélérée et la question de l'orientation sexuelle émerge. La question suis-je aimable prend de nouveaux sens. J'ai repris des illustrations du guide du zizi sexuel de Zepp et Hélène Brûler, non seulement pour agrémenter le PowerPoint, mais aussi pour signaler que le livre contient un chapitre consacré à l'estime de soi, formulé dans des termes parfaitement adaptés à la tranche d'âge auquel nous nous adressons. Le préadolescent, qui n'est plus tout à fait un enfant et encore loin d'être un adulte, aspire à plus de liberté, tout en étant obligé d'intérioriser un nombre croissant de contraintes auxquelles il doit s'adapter. Les comportements des adultes changent, ce qui était accepté de la part d'un enfant ne l'est plus à l'adolescence, et l'entrée au collège oblige à satisfaire à des exigences d'auto-organisation et à des attentes scolaires de plus en plus fortes. Le préadolescent acquiert d'autres compétences sociales, tantôt au sein de groupes structurants, tantôt dans des espaces plus informels tels que les réseaux sociaux ou la rue, où l'on apprend la débrouillardise et où l'on explore parfois les limites du licite et de l'illicite. L'enfant conquiert des espaces d'autonomie dans la mesure où il obtient la confiance des adultes, tandis que le contrôle des adultes est de moins en moins bien vécu. La question suis-je compétent prend donc de nouveaux sens. L'une des conséquences de la mondialisation, c'est le fait qu'on n'a plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer l'altérité. L'altérité est ici. Les préadolescents comptent certainement, parmi tous les groupes sociaux, l'un de ceux qui est le plus en prise avec la dimension multiculturelle de la société française. La multiculturalité, ce n'est que la cohabitation dans un même espace social d'une pluralité de cultures, et cela ne présage en rien de la qualité des échanges qui existent entre les groupes sociaux. Les préadolescents fabriquent de la transculturalité, des passerelles entre les cultures.
Mais ils sont parfois pris dans des conflits de loyauté avec certains de leurs groupes d'appartenance qui tiennent à distance l'altérité quand ils ne la rejettent pas. En outre, cette découverte de l'altérité culturelle se déroule au moment où le préadolescent découvre l'altérité de l'objet de désir. L'estime de soi ne peut dépendre exclusivement du regard des autres, d'où la nécessité de développer la capacité à s'auto-évaluer, à identifier ses propres qualités, ses capacités, en observant ses propres actions qui en sont le témoignage. Dans Mission Papigou, nous équipons les enfants d'un lexique qui permet de parler de soi et des autres en positif. Et nous leur proposons des activités qui impliquent d'identifier des qualités chez eux-mêmes et chez les autres. Il y a les qualités que les autres nous reconnaissent, mais aussi celles que nous nous reconnaissons à nous-mêmes, parce que nous pouvons les objectiver grâce à nos comportements et nos réalisations. Ce qu'Axel Honneth appelle la reconnaissance, c'est le fait d'adopter vis-à-vis des autres des comportements qui témoignent à autrui que nous le percevons comme un être autonome, un être qui a ses propres émotions, qui est capable de prendre ses propres décisions, qui fait des choix que nous nous efforçons de respecter. Ce respect se concrétise par l'adoption de normes sociales, comportementales et langagières qui témoignent de ce que nous le respectons. Mais observe Axel Honneth, pour percevoir autrui comme un être autonome, il faut d'abord se percevoir soi-même comme un être autonome. Si j'ai grandi sans que ma sensibilité, mes désirs, mes souhaits et ma volonté soient respectés, il me sera difficile de regarder autrui comme un être autonome. C'est pourquoi on ne peut travailler sur le respect d'autrui et sur la civilité sans d'abord travailler sur l'estime de soi. L'adolescent et le préadolescent en difficulté peut être tenté de compenser son sentiment d'être méprisé en survalorisant certaines de ses compétences ou appartenances. Celui ou celle qui a du courage pourra verser dans la témérité et la violence. Celui ou celle qui a de l'entre-gens découvrira qu'il peut séduire et manipuler. Celui ou celle qui a des facilités d'expression peut s'adonner à la provocation et à l'humiliation. Celui ou celle qui est fier de son appartenance à un groupe pourra devenir exclusif et intolérant. Le mécanisme de défense que le ou la jeune met en œuvre pour compenser son sentiment d'être méprisé produit alors des effets délétères. Le jeune développe une distorsion de la perception qu'il a de lui-même, en se percevant comme supérieur aux autres, et en tentant d'inspirer le respect d'autrui, ou plutôt en inspirant de la crainte, en usant de violence physique, verbale ou symbolique. Mais là encore, il ne s'agit pas seulement de pointer ce en quoi ces comportements posent problème. C'est seulement si les jeunes peuvent faire, sous la forme de pratiques partagées, l'expérience de ce que signifie le fait de se respecter mutuellement comme personnes autonomes, qu'ils pourront se départir de leur propension à la violence. Ce qui nous renvoie à la question du développement des compétences psychosociales, c'est-à-dire à la possibilité de leur proposer des cadres dans lesquels ils peuvent expérimenter des pratiques comportementales coopératives, des espaces où ils se soutiennent, où ils s'écoutent. Et ainsi, là, dans ce type d'espace, ils pourront expérimenter des alternatives pacifiques à la recherche du respect d'autrui par l'usage de la violence, pour accéder à une reconnaissance mutuelle partagée.